News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Mes chers amis, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 12 mars et nous avons une nouvelle émission d'1 heure à vous proposer avec mon camarade tout en framboise, il s'appelle Roland Motte. Bonjour à tous. Il est là et il a le sourire, il a l'humour et nous allons passer ensemble un très très bon moment. 71e jour de l'année. Il reste 294 jours avant le nouvel an. Et c'est le 22e jour du signe astrologique du Poisson, le 22e jour aussi du mois de Ventose dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé le jour du persil, le persil qu'on adore. Persil, famille des apiacées qu'on appelait dans le temps les ombellifères, ça je m'en souviens, les ombellifères. Voilà. Je suis déçu qu'ils aient changé. Et en botanique, Petroselinum. Alors combien il y a d'espèces de persil? Ah ben pour moi il y en a que deux, le frisé et puis le plat. Non, ça c'est les variétés. Ah bon, d'accord, ok. Non, Petroselinum crispum, qui est notre persil comestible habituel. Ah oui, il y a le plat chez le crispé. Et l'autre qui s'appelle Petroselinum segetum, qui est le persil des moissons. Persil qui est beaucoup plus sauvage, un petit peu plus brut au niveau de son goût. Plante, évidemment, originaire d'Europe, Europe plutôt méridionale, principalement en Sardaigne. Les plus grosse population de persil sauvage. Alors, c'est une plante bisannuelle, ça veut dire quoi? Oui, bisannuelle, ça veut dire que la première année, tu vas avoir une belle plante, elle va passer un hiver, elle va fleurir la deuxième année, elle va monter, et puis après, elle va faire ses petites graines pour se reproduire ensuite. Donc, ça veut dire qu'il faut ressemer régulièrement, et dans les jardins potagers, généralement, on les cultive comme des annuels, puisqu'on va semer une fois qu'on l'aura récolté. D'habitude, je suis pas tellement chaud pour récolter ses propres graines. Franchement, sur le persil, vous pouvez le faire. Alors, pas trop de fois les unes derrière les autres, parce qu'il y a vraiment des maladies à virus sur le persil, et vous le voyez très facilement avec le jaunissement des feuilles. C'est une mosaïque, tout simplement. Vous avez des feuilles qui jaunissent un petit peu. Quand vous avez du persil qui a fait ce genre de symptômes, surtout, ne réutilisez pas les graines. Et pour le semer, 24 heures dans de l'eau tiède, ça c'est important pour que ça casse un peu le tégument, comme dirait mon cher Patrick. Alors j'ai pas que ça comme conseil par rapport au semis. Ne manipulez pas les graines de persil avec les doigts. J'ai rencontré des gens qui ne réussissaient jamais la semis de persil. Alors attention, il faut être patient, hein. C'est en général 21 jours la levée. Donc 3 semaines, il faut quand même attendre un petit peu. Mais je pense que certaines personnes doivent sécréter des éléments inhibiteurs de la germination des graines de persil. C'est ma théorie, mais comme j'ai vu ce genre de phénomène, je vous dis la chose toute bête. Vous le mettez dans une feuille de papier ou dans un semoir et vous ne les touchez pas directement avec la main. Avant, on ne semait pas le persil, il fallait le planter. Pourquoi ? Parce qu'on le confondait souvent au Moyen-Âge avec la petite ciguë. C'est pour ça qu'il est resté cette tradition de dire on ne sème pas le persil, mais on le repique. Oui, mais il fallait bien avoir des plants. Ah ben oui. C'est une légende, puisqu'à partir du moment où c'est une plante bisannuelle, si vous faites de la division de touffe, de toute façon, au bout d'un moment, il aura disparu. Ça arrange bien nos amis producteurs, cette légende. Donc il est préférable d'utiliser des plants plutôt que des semis, parce que ça porte malheur. Moi, je dirais que si vous voulez être sûr de vous, c'est pareil, oui, vous achetez un bon pot de persil dans la jardinerie et vous serez vraiment tranquille. Plante qui peut quand même atteindre presque 1 mètre de haut quand elle se met à fleurir. Ça fait une espèce de grande inflorescence, un peu dégingandée. Savez-vous que dans la Grèce antique, c'était une herbe sacrée. On ne pouvait pas l'utiliser en cuisine, c'était interdit. Et on l'associait au laurier pour couronner les vainqueurs des Jeux Olympiques. Et puis, porc au persil, ça te dit quelque chose? Oui, alors moi je préfère le veau au persil plutôt, parce que c'est bien meilleur. Et bon... Ça n'a rien à voir. Port au Percy, c'est un petit village du Canada qui a été découvert en 1626 par Samuel de Champlain, qui était le fondateur de Québec, et semblerait qu'il aurait trouvé beaucoup de persil, et il y a donc toujours le nom absolument sympathique. Tu sais ce que ça veut dire faire son persil? C'est faire son beurre, non? C'est un peu l'équivalent? Non, c'est être bien habillé, se faire remarquer en fait un petit peu. D'accord. En revanche, bon, aller au persil... oui. Dans le temps, on disait faire le trottoir également, on c'est ça, oui. Quand on n'a plus de persil sur le caillou, c'est... Ah oui, là, donc on est un petit peu chauve. Le 12 mars 1613,
très importante, cette date. Oui, parce que c'est la naissance à Paris de André Le Nôtre. Alors lui, au moins, je le connais. Jardinier paysagiste, mort dans la capitale en 1700, fils et petit-fils de jardinier. Et André Le Nôtre nous a fait des jardins, nous a fait plein de choses. Enfin bon, c'est notre maître à tous. Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, évidemment Versailles, Chantilly, Saint-Germain, Saint-Cloud, enfin tous les grands jardins à la française. Et il a effectivement créé ce que l'on appelle le jardin à la française, et qui, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas simplement le fait de dessiner des jardins géométriques, mais c'est surtout de créer des effets de perspective. Dicton de la semaine, on fête Saint-Grégoire. Ce n'est pas que la Saint-Grégoire, c'est aussi la Saint-Paul, P-O-L. Et donc, quand arrive la Saint-Paul, va falloir, mon gars, travailler le sol. Tu vas le faire ? Oui, j'ai déjà commencé. Oui, c'est déjà fait. Oui. Mais il faut quand même le retravailler. C'est aussi la Sainte-Justine. À la Sainte-Justine se réveille l'églantine. Bravo, doucement. c'est juste. Ça dépend s'il fait froid ou pas. Et Maximilien, à la Saint-Maximilien jardinier, si tu le veux bien, des plantes grimpantes resserrent les liens. C'est un bon conseil. En ce moment, on peut effectivement repalisser un petit peu toutes les plantes grimpantes. Alors c'est Ferraille qui nous appelle ou qui nous envoie un petit mot. Et donc je n'arrive pas à récolter de kaki. Chaque année, les fruits tombent prématurément. Il en est de même pour mes cerises. Pourriez-vous m'indiquer quel est le problème ainsi qu'une solution efficace? Alors s'il y avait eu que les kakis, j'aurais dit que c'était peut-être un problème d'exposition, parce que le Diospyros kaki, donc l'arbre à kaki, lorsqu'il est exposé vraiment au vent, il n'apprécie pas. Il ne faut pas non plus qu'il ait des gelées trop fortes, même si le vrai kaki, les fruits doivent être blés, donc avoir été un petit peu sous le froid pour pouvoir être bien mûrs. Je pense que comme il y a aussi les cerises dans le coup, il doit avoir des problèmes avec des attaques de mouches méditerranéennes des fruits. Ceratitis capitata. Oui, il y avait une autre version, ça pouvait être la Suzuki, cette petite drosophile qui se répand de plus en plus et qui s'attaque aux fruits, en particulier aux fruits rouges. Suzuki, c'est assez facile de savoir si on a affaire à ça, parce que lorsque les fruits sont attaqués, ils ont l'odeur et le goût du vinaigre. Drosophile, c'est la mouche du vinaigre. Oui. Donc Drosophila Suzuki, elle est très particulière à ce niveau-là. Non, je pense qu'on a plutôt la mouche méditerranéenne des fruits, qui est souvent la cause d'une chute prématurée des fruits. Alors, il faut habiter le sud de la France. Et dans ces cas-là, vous avez les fruits qui pourrissent et tombent prématurément. Faites-le systématiquement. Quand un fruit est tombé de façon anormale, vous le coupez en deux. S'il n'y a rien dedans, c'est que c'est un problème de sol, de froid, d'exposition, de plante qui n'est pas à l'aise. Si, évidemment, il y a des larves, ben là, vous savez que vous avez une attaque de ravageurs. Attention sur la mouche méditerranéenne des fruits, il y a jusqu'à 6 générations par an. Il y a des phéromones possibles, donc des pièges à phéromones, mais au niveau amateur, c'est très, 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 très compliqué. Donc, brûlez évidemment les fruits qui sont tombés et essayez de piéger un maximum d'adultes avec des plaques jaunes engluées que vous posez après la floraison, parce que les adultes pondent sur les jeunes fruits. Donc, vraiment, juste après les fleurs, là, tac, on va les mettre. Les adultes sont attirés par le jaune. Moi, c'est la seule chose que je puis vous dire pour ça. Oui, puis ça serait intéressant quand même de couper plusieurs fruits pour voir vraiment, comme tu l'as dit, mais il faut faire sur plusieurs fruits. Parce que des fois, on voit rien, mais c'est celui d'à côté qui est atteint. Très, très bon conseil, mon cher Roland. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous avais dit que nous parlerions de la taille des rosiers en long, en large et en travers, tout simplement parce que je sais que bien que ça soit pour nous, habitués à jardiner, quelque chose qui nous semble d'une facilité absolue, mais c'est des questions qui reviennent en permanence sur les rosiers. Nous allons parler de 3 catégories de rosiers, ce que l'on appelle les buissons remontants, donc qui sont un petit arbuste. Remontant, c'est parce que les fleurs se font plusieurs fois dans la saison. Nous parlerons des grimpants et nous parlerons aussi des rosiers anciens. Mon cher Roland, comme c'est toi l'homme de terrain, est-ce que l'on taille tous les rosiers en ce moment ? Presque tous. Tu as parlé de remontants, c'est une chose. Les non-remontants, on va attendre. Le non-remontant donne qu'une floraison, comme beaucoup d'arbustes d'ailleurs, et donc on taille après la floraison. Il y a beaucoup de gens qui confondent les remontants avec les vivaces.
Un rosier est vivace, ça veut dire qu'il vit plusieurs années, il est rustique, la plupart du temps ça veut dire qu'il s'acclimate bien à l'endroit où il est, et il est remontant. Parce que la sève remonte dans la plante, il est capable de fleurir dès le mois de juin, mais il va continuer sa floraison. Souvent, on a 2 grosses périodes de floraison, mais des petites floraisons intermédiaires qui peuvent porter jusqu'au mois de novembre, pratiquement, où là, tu vas encore avoir des fleurs au mois de novembre. Et ne confondez pas non plus remontant avec grimpant. Oui. Un rosier grimpant, c'est un rosier qui va avoir ce que l'on appelle des tiges sarmenteuses, donc des longues tiges plus ou moins souples, mais longues, qui dépassent généralement les 2 mètres et qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres pour les rosiers lianes. Avant de passer au sécateur, quelles sont les raisons pour lesquelles on taille les rosiers ? Il y en a qui ne les taillent pas du tout et qui préfèrent laisser un rosier buisson se développer seul. Mais dans ce cas-là, comme les fleurs viennent sur le bois de l'année, tu n'as des fleurs qu'au sommet. Pourquoi est-ce qu'on taille et qu'on va rabattre ? Ça veut dire tailler très court. Et donc quand on taille très court, eh bien, on a des chances d'avoir des fleurs depuis la base jusqu'à l'extrémité des branches. Eh bien écoutez, j'ai rien à dire d'autre, c'était absolument parfait comme explication, il n'y a rien à ajouter, hormis le fait que si vous ne taillez pas, vous allez avoir un dégarnissement de la base du rosier. Par exemple, les Queen Elizabeth, c'est une catastrophe. Ça va vous faire un arbuste de 1,50 m, 2 mètres de haut, totalement vide, avec des fleurs là-haut. Alors quel est le moment idéal pour pratiquer cette taille du rosier ? C'est en ce moment quand les feuilles pointent leur bout de leur nez, quand on a les premiers bourgeons, quand ça commence à se former. Méfions-nous, parce que sur les rosiers ADR ou sur les rosiers label rouge, des variétés résistantes aux maladies, on a encore les feuilles de l'année passée. Mais donc on parle bien des nouvelles feuilles. Il ne faut vraiment pas que les nouvelles feuilles soient complètement développées. Est-ce qu'on taille des jeunes rosiers comme les plus vieux ? Non, autant les jeunes, ça va plutôt être une taille de formation, où là je vais être un peu plus sévère en aérant le cœur. Et là j'ai mes 5 branches maîtresses, ça pourrait être 3, mais j'ai mes branches maîtresses sur lesquelles je vais retailler. Mais c'est un véritable expert, parce que, encore une fois, j'ai rien à dire. Attention quand même, sur les rosiers grimpants, la technique, elle est dans l'esprit exactement la même que ce qu'a dit Roland. Sur les jeunes, on va essentiellement privilégier au départ la ramure. Il faut commencer à conserver les plus belles grandes branches pour pouvoir obtenir une sorte d'éventail qui va pouvoir habiller le mur ou le treillage sur lequel vous allez le mettre. Ensuite, comment on taille ? On commence par les buissons. Normalement, si vous écoutez Patrick, vous devez tailler au-dessus du 3e œil, environ 4 mm au-dessus. Un œil qui est tourné vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la sève alimente toujours le dernier bourgeon et bim, ça part vers l'extérieur. Ça, c'est la théorie. Alors ça évite de couper vers l'intérieur, ça facilite surtout l'insolation de l'ensemble du buisson et ça stimule la formation des boutons floraux qui ont besoin de soleil pour pouvoir se développer. Évidemment qu'on n'est pas obligé de rester à 3. Les rosiers vigoureux, on les taille comment ? Plus long ou plus court ? Je laisse beaucoup plus de hauteur sur le rosier Vitel. Si je le taille trop sévèrement, il est capable de perdre des branches, donc je le taille à 60 cm de haut. Eh bien, c'est exactement ça. La floraison est inversement proportionnelle à la vigueur. Donc plus vous avez un rosier vigoureux, il risque de pas beaucoup fleurir. Donc on va laisser plus de longueur de branches pour qu'il y ait un parcours de sève plus long, et donc que l'œil qui se trouve à l'extrémité, qui est l'œil qui reçoit le plus de sève, il en reçoive quand même moins. Contrairement à ce qu'on aurait envie de faire, c'est de tailler long des rosiers un peu chétifs. Il faut faire l'inverse, on va les tailler plus courts, parce qu'en plus, la taille redonne une sorte de puissance de démarrage, et donc ça, il faut faire comme ça. Sur les rosiers grimpants, on garde 3 ou 4 branches principales, et puis toutes les secondaires, on les taille à 2 yeux. L'idée de faire du rajeunissement est intéressant aussi, parce que vous avez dû remarquer sur un rosier, quand vous avez une branche maîtresse qui va faire 4-5 cm de diamètre, c'est du bois. Il n'y a plus rien qui pousse dessus. Donc, encore une fois, ça aussi, ça se dégarnit. Le rajeunissement consiste aussi à privilégier les jeunes tiges dont l'écorce est verte et en éliminer systématiquement les vieilles. Donc, voyez, maintenant, vous avez vraiment tout le cadre pour réussir. N'hésitez pas à nous écrire si vous ne savez toujours pas. On a oublié une chose importante, mettez des gants et prenez un sécateur qui coupe. Et puis, oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit sur les rosiers anciens, ils traitent comme des arbustes, donc on va garder quand même l'ensemble de la charpente et puis éliminer surtout les pousses vers le centre. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Dans les nouveautés, évidemment, on a envie de planter en ce moment, et je pense que Roland va nous donner vraiment cette envie, parce que quand j'ai découvert ce qu'il me proposait, je me suis dit, waouh,
peut-être que c'est la plante qu'il fallait vraiment présenter. En plus, c'est chez Verdia, on vient de parler de rosier, Oui. et Verdia, c'est le spécialiste, on le connaît, Emera, Opalia, etc. Mais là, ils se sont lancés dans une gamme de Fruitality, ça veut bien dire ce que ça veut dire, une gamme qui est en train de s'étoffer, et là, ils nous proposent Goji-Délice. Donc, on connaît Lycium barbarium. Goji-Délice, eh bien, c'est une plante autofertile qui est un petit peu révolutionnaire par rapport à sa résistance à l'oïdium. Et ça, c'est important. Il est très productif. Et puis, surtout, c'est cette résistance aux maladies. Le froid, je dirais que c'est presque normal sur le goji parce que ça tient bien le coup, ça a pas trop de problèmes. Et il s'adapte surtout à tous les sols. On va le trouver sur Promesse de Fleurs. Au niveau des salons manifestations, semaine du jardinage pour les écoles. Le thème cette année, c'est Jardiner, c'est ma nature. C'est du 14 au 19 mars. Donc toute la semaine, les enfants des écoles primaires pourront aller dans les magasins, se faire initier à quelques principes de base du jardinage. C'est l'ouverture aussi, aujourd'hui, du parc oriental de Molévrier. Je vous conseille, mais vraiment de façon intense, à aller visiter ce magnifique jardin qui se situe à la frontière de la Vendée et du Maine-et-Loire. Il est côté Maine-et-Loire, mais vraiment pas loin. Et en même temps, vous pouvez aller voir notre copain Michael Vincent au potager Colbert, qui est juste c'est à côté. au-dessus. Ben, c'est pas à côté, c'est-à-dire que vous avez le potager Colbert et juste en dessous, vous avez toute la vallée, si je puis dire, du parc oriental. Donc vous avez 2 jardins à visiter. Et puis, on a un salon qui s'appelle Permae. C'est le salon de la permaculture et de l'agroécologie et du jardinage naturel. Tu y vas ? Je vais peut-être y aller. C'est au Parc Floral de Paris, avec en même temps le salon Vivre Autrement. En tous les cas, on les salue. C'est Rustica qui organise ça. On peut leur faire confiance. Vous savez qu'il y a eu l'année internationale de la forêt en 2011, c'est l'ONU qui nous a géré ça, et là le 21 mars, c'est la journée de la forêt, c'est la 9e saison. Là on va pouvoir aller sur le site, si vous faites des activités, des animations avec les enfants, sur les forêts bien sûr, et bien vous pourrez l'inscrire et on pourra le retrouver facilement. Eh bien ça c'est parfait, il y a un nouveau rosier paysager qui est sorti chez Meillan qui s'appelle Champs-Élysées, c'est une sorte de profusion d'églantines blanches avec des gros bouquets de ces fleurs toutes simples. Après, on aura aussi des fruits, ce qui est de moins en moins fréquent. Et surtout, c'est un rosier qui attire énormément les pollinisateurs, puis les oiseaux, puisqu'en fait, avec la fructification de cynorhodon, ils vont pouvoir se nourrir. Donc les roses sont de 6 cm de diamètre. C'est pas un très grand rosier. Il peut rarement dépasser plus de 60 cm, mais en revanche, il a une résistance aux maladies exceptionnelle, et d'ailleurs, il a récolter des prix partout, donc il est maintenant en vente chez Meillan Richardier, et puis je pense dans certaines jardineries. Avant de retrouver une nouvelle rubrique, on se repose un tout petit peu et on écoute une page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
Dring, dring, dring. 6 cookies 29. Vous avez des jolis pseudos. En tout cas, continuez, ça nous fait plaisir. Par contre, c'est pas facile à prononcer. Pourriez-vous me conseiller des clématites qui gardent leurs feuilles en hiver, dit-il ou dit-elle? Alors la plus courante, la plus connue, la plus spectaculaire, c'est Clématis Armandie. Elle est vraiment persistante, mais elle a un gros défaut, c'est quand même que ses tiges sont pas d'une longévité énorme, donc elle fait beaucoup de bois mort. Et puis elle n'est pas très résistante à froid. des froidures un peu excessives. Il a mis des bémols et il a raison. Dans la région parisienne, par exemple, ça pose strictement aucun problème. Ça demande quand même d'être bien exposé pour avoir beaucoup de floraison. Ça fait des petites fleurs. C'est pas des fleurs extraordinaires, mais il y en a une profusion invraisemblable. C'est une plante d'une très 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 grosse puissance de croissance, mais qui va nécessiter, comme je disais, une taille et un nettoyage permanent, sinon c'est franchement moche. On a l'impression qu'elle est à moitié crevée tout le temps parce que vous avez toutes ces branches qui sont desséchées et comme le feuillage est persistant, ça reste dessus, c'est pas vraiment très beau. T'en cultives toi ? Ah bah non, du tout. J'ai essayé, j'ai pas eu de bons résultats parce qu'elle me plaisait quand même. La feuille est allongée, elle est très jolie. Avec des nervures bien marquées. Même sans fleurs, à la limite, elle est décorative. Mais bon, il y a un petit peu trop de fraîcheur chez nous et donc j'ai essayé 2 fois, j'ai laissé tomber. Il y a quand même Clématis cirosa qui est intéressante parce qu'elle est, on va dire, semi-persistante. Elle garde quasiment tout son feuillage, s'il fait doux aussi. Et surtout, ses fleurs sont très très précoces. Le défaut de cirosa, qui est pourtant très très beau, quand vous les regardez en photo, je vous en mettrai, là, vous allez voir, vous allez baver tellement c'est beau, elle retombe. En fait, il faut se mettre dessous pour pouvoir les voir correctement. Ça peut énerver un petit peu, donc vous avez besoin de la surélever, cette plante, pour vraiment apprécier la délicatesse de sa floraison. Donc si par exemple vous avez un balcon, comme elle n'est pas d'une vigueur extraordinaire, sur un bac de 40 cm de diamètre, vous pouvez essayer, parce que rien que la hauteur du bac, ça va déjà vous permettre d'avoir un peu plus de hauteur pour apprécier la floraison de Clématis cirosa. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors nous avons parlé, il n'y a pas très très longtemps, de certains problèmes qui vous touchaient. On a parlé des taupes, on a parlé des pucerons, on a parlé de toutes ces choses-là. Et là, je pense qu'on va prendre le cas le pire. Parce que les limaces dont nous avons parlé, je pense qu'il n'y a pas un jardin, à moins que vous habitiez un coin très désertique, très sec, qui n'est pas de temps en temps attaqué par les limaces. Et c'est vrai que c'est agaçant comme animal parce que ça peut faire des dégâts. Je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. J'avais eu l'idée géniale de me dire je vais faire un massif de laitue. Non mais parce que j'avais vu ça dans un jardin en Touraine et j'avais trouvé ça sympa de faire un carré et nous avons acheté 150 plants de laitue. Préparer le sol, tout ça. On a planté nos 150 laitues, ça demande quand même un certain temps. Le lendemain, c'était la razzia. Il restait rien. Et pourtant, et on y reviendra après, j'avais mis des granulés de ferramol. Oui. Et ça n'a strictement rien fait, mais je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Je vais te poser toi la question, est-ce que tu as des problèmes avec des limaces ou des escargots ? Des problèmes, oui, y compris cet hiver. J'ai mis quelques choux dans la serre. Et donc, je me suis retrouvé avec les choux mangés, un en particulier. Je reprends ma technique que j'utilise l'été, donc la lampe frontale. À partir de 11h le soir, je vais à la chasse aux limaces. Je les récolte, je les dépose délicatement chez mon voisin. Mais là, c'était de toutes petites limaces. Elles sont pires que les autres. Ah ben oui, parce qu'il faut les trouver. Encore les grosses oranges, ça va, tu les repères bien, mais les petites, là, c'est complexe. Les petites marrons ou noires, elles vivent dans les 3-4 premiers centimètres du sol et elles ne sortent que la nuit. Et ça, vraiment, c'est terrible. Et je voudrais vous dire, puisqu'il vient de nous parler de serre, d'être extrêmement vigilant, y compris sur les plantes que vous cultivez sur des étagères. Parce que nous avons eu des dégâts sur des orchidées où les feuilles étaient toutes rongées et on a quand même le symptôme de base qui est ces espèces de résidus de bave qui restent sur la feuille. Elle laisse des traces. Et je me disais, c'est pas possible. C'est des limaces qui nous bouffent nos orchidées alors qu'elles sont sur des étagères à 1 mètre du sol. Eh bien oui, elles montent le long des murs et elles vous dévorent les trucs la nuit.
Oui, elles ne vont pas s'arrêter juste à une petite hauteur. Elles vont partout, ça qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce que veut dire gastéropode? Gastéropode, c'est une bestiole, ça. Hein, c'est les limaces et les escargots sont des gastéropodes. Oui, c'est ça. Ça veut dire un seul pied, non? C'est ça? Ça veut pas dire un peu... Non, gastéro. Ah oui, gastéro, ça veut dire que je me traîne l'estomac j'ai l'estomac dans les talons. Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a l'estomac dans les pieds, exactement, ou les pieds dans l'estomac, comme on veut. Et il y a une quarantaine d'espèces différentes dans nos régions de limaces. Alors, est-ce qu'elles ont, toi qui es naturaliste par passion, un rôle positif quand même? Ah mais bien sûr. C'est une calamité quand on a des jeunes plants, évidemment. Elles vont se contenter du jeune plant, mais elles vont se nettoyer. La preuve, quand il y en a une un peu blessée, malencontreusement, qui a reçu un coup de sécateur, on ne sait de qui, eh bien, les autres viennent nettoyer le sol et donc la manger. C'est horrible, hein. Tu repasses 10 minutes après, elles sont 2 ou 3 dessus pour se remanger. Donc, elles ont un rôle de nettoyage qui est indispensable. En forêt, par exemple, les limaces sont là aussi pour nettoyer le sol. Mais elles ont un gros défaut, c'est que leur mucus transporte des bactéries et parfois même des virus. Et donc, trop de limaces peut générer aussi le transport de maladies sur lesquelles on n'a pas de solution. Parce que les bactéries et les virus, on ne sait pas les soigner. Alors attends, des maladies par rapport à nous, par rapport aux végétaux. Ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de limaces dans les jardins? Ça dépend de l'année, mon cher monsieur. L'an dernier, il y avait du monde. Il y avait du monde parce qu'on avait de l'humidité en permanence et donc, évidemment, elle se développe plus facilement. Et oui, ça peut aller très vite. Hein. On dit combien? C'est 10 à 50 limaces au mètre carré. Ça, c'est la moyenne habituelle. Ouais. Ça fait quand même pas mal. Ah bah oui. Mais dans une belle attaque, on peut aller jusqu'à 500. Ouais. Alors là, 500, ça prolifère. Donc maintenant, comment on va essayer, hormis la chasse nocturne, d'éliminer ou de faire barrière à ces limaces? Oui, il y a déjà des bestioles, hormis le jardinier. On va privilégier évidemment les hérissons quand on a la chance de pouvoir en avoir. On a quoi encore? Les carabes, les mille-pattes, les crapauds. En fait, on va laisser faire la biodiversité, oui, les oiseaux. Et il y a un canard aussi, le coureur, je sais pas où, là, des Indes. Ça te fait des dégâts dans les jardins, c'est épouvantable. Pas celui-là. Autant les autres canards, oui, ils vont bouffer, y compris les salades. Le grand canard, là, qui a un grand cou, là, lui, il bouffe de la limace pas mal. Ouais. T'en as dans le jardin? Ah bah non, tu vois, le boulot. Il vous donne le conseil, puis il dit surtout pas. Surtout pas. Nous, on a des renards aussi, hein, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des plantes particulièrement sensibles? Ah oui. J'ai souvenir du dahlia qui était attaqué. Nous avions une dizaine de dahlias. Ils ont été mangés, alors en hauteur, mais elles descendaient en plus pour aller manger le bulbe en bas. Donc c'est une catastrophe. Tu vois, nous avons beaucoup de limaces dans notre jardin. Oui. Et chaque année, on a des dahlias qui reviennent, auxquels on fait strictement rien. J'ai remarqué quand même, les choux. Je confirme. Les salades, ça c'est vraiment pour le potager. Au jardin d'ornement, les jeunes plantes vivaces notamment, les delphiniums, les ostas. Alors là, les ostas, c'est carrément de la dentelle à limaces. Les tlaspis, là, les ibéris qui font des belles fleurs blanches et font des tapis, ça, ratiboisé. Même parfois le lierre, les pensées. Et curieusement, on a une grimpante, il fronce les sourcils parce qu'il se dit, il va me donner un nom pas possible. Et oui, Schizophragma hydrangeoides. Ah oui, c'est l'hortensia grimpant, non, c'est pas l'hortensia grimpant, c'est pareil. Une sorte. Ça ressemble. Non, l'hortensia grimpant, c'est Hydrangea peciolaris. Oui. Qui ressemble donc à un hortensia grimpant. C'est ahurissant comme les limaces adorent cette plante. Ils vont vraiment se régaler avec ça. N'oublie pas l'œillet d'Inde. Ah bon? Ça, j'ai pas remarqué ça. Je peux. Je te jure, c'est une catastrophe. Que faire? La bière. Non, d'abord, il y a une autre utilité à la bière. Quand il y a de la bière à la maison, c'est pour le jardinier, c'est pas pour les limaces. Néanmoins, il y a un piège à bière. Ouais. Elles adorent la bière. Elles vont se déplacer pour venir. Si tu mets, par exemple, ton piège à bière en plein milieu du potager, elles se déplacent pour venir. Mais elles mangent avant. Eh bien, bien sûr. Alors, tu penses, sur la route, s'il y a jamais quelques laitues, hop, elles vont te les bouffer. Donc, piège à bière, moi, je l'exclus. Si ce n'est proche du voisin. Écoute, on en a mis... On a plein de limaces. On n'en a jamais eu une seule dans le piège. Jamais. Donc moi, je mets beaucoup de bémol avec ça. Les granulés bio, entre guillemets, qu'on appelle donc le ferramol, qui est du phosphate ferrique, lui est efficace, mais je vous disais qu'on avait eu des déboires. Et je vais vous raconter pour quelle raison. C'est que nous l'avons mis en même temps que la plantation. Les granulés de phosphate ferrique sont absorbés par les limaces et leur bloquent l'envie de manger. Ces granulés peuvent être consommés. On avait un petit chien, un autre petit Westie comme Perle, qu'on a mangé
planté plus, il n'a jamais eu de problème. Ça n'a pas de problème sur les hérissons, etc. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser sans crainte. Mais il faut le mettre avant, environ 48 heures avant la plantation. Parce que si vous le mettez en même temps que les salades, comme j'ai fait, elles sont pas idiotes quand même. Elles vont manger d'abord les salades. Oui. Elles aiment mieux les salades que le ferramol. Donc faites bien attention à ça. Utilisez-le comme il faut. Ne mettez pas plus de granulés qu'il en faut, c'est 5 grammes par mètre carré, c'est rien du tout, une cuillère à thé environ. Et puis, il y a quand même le biocontrôle avec le nématode qui a un nom ahurissant qui s'appelle Phamarabditis hermaphroditica. Est-ce que tu peux répéter ? Phamarabditis hermaphroditica. Oui, Oui. c'est très difficile à dire. Et ça, on le trouve donc chez les spécialistes des auxiliaires. Il va pénétrer, alors c'est horrible, il va infecter soit l'escargot, soit la limace. Il rentre par l'orifice respiratoire et il va vivre avec des bactéries qui vont complètement... Alors, on va l'utiliser sur sol chaud. Hein. Il faut que le sol soit au moins à 10 alors, degrés. ce que je voulais dire déjà, Oui. c'est ça. Le problème, c'est que l'action, elle est relativement lente. Il faut entre 7 et 21 jours pour qu'elle meure. Et la température du sol doit être à minima de 15 degrés. Oui. Alors, mon cher Roland. Une question de Françoise. Mon cactus de Noël ne fleurit pas. Pourquoi ? Et que faire pour obtenir des fleurs ? Le Schlumbergera, puisque c'est son nom botanique, Schlumbergera trincata la plupart du temps. D'ailleurs, vous le trouverez peut-être aussi sous le nom de zygocactus, qui était son ancien nom, est un cactus un peu particulier dans la mesure où c'est un cactus épiphyte. Il pousse dans la forêt tropicale et il a besoin de plus de chaleur, plus d'arrosage. Les cactus, on nous dit souvent, oui, pendant la période hivernale, qu'est-ce qu'on en fait ? Je dis toujours, il faut les mettre à 10 degrés dans une serre Oui. froide que tout le monde Oui. n'a pas, si on veut qu'ils fleurissent. Le Schlumbergera, non. Vous le laissez à la maison, juste pile poil devant une fenêtre. Ça, c'est très important. Ça a vraiment besoin de cette lumière. Et puis, si vous le mettez à la maison, il y a une chose qu'il faut faire. Ne pas le bouger. Alors déjà, ça peut servir, mais ça, on expliquera pourquoi Oui. juste après. Mais il y a une autre chose. Il faut que vous fermiez le radiateur pendant la nuit. Ah oui. Il faut absolument que la température de la pièce descende de façon importante pendant la nuit. Et là, vous allez avoir une induction du bouton floral. Alors, ce que Roland vous a dit, c'est tout à fait vrai. J'avais cru comprendre que lorsqu'on le bougeait, il est extrêmement sensible au changement. Dès qu'on change une plante de place, il y a changement de luminosité, il y a petit coup de vent. Là, il ne supporte pas et ça fait tomber les boutons floraux. Oui et non. Les plantes n'aiment pas trop qu'on les balade, etc. Mais le Schlumbergera moins que les autres. Pour quelle raison ? C'est que les boutons floraux n'ont pas de pédoncule. Ils sont posés directement en articulation sur la tige. Au moindre petit choc, au moindre mouvement, ils tombent très très facilement. Donc une plante qui est fragile, si on veut, quand elle est en bouton, et qu'il faut la respecter le plus possible. Je pense qu'on en a dit suffisamment sur le Schlumbergera. C'est très facile à cultiver. Je vous incite vraiment, vraiment à en avoir un à la maison. Et en attendant de passer à autre chose, et on écoute une page de publicité. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies.
Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Monsieur Roland, je Moi-même. vois se pointer tout doucement le printemps Oui. et je me dis, il va travailler comme un damné dans son jardin. Oui, je commence à reprendre le rythme. C'est difficile. Le printemps est toujours difficile parce qu'il faut faire des assouplissements, parce qu'on n'a plus l'habitude. On a passé l'hiver sans trop travailler. Et donc là, ménageons notre corps. Attention au dos surtout, parce que Oui. maintenant, il faut quand même travailler le sol. Oui, et ça pour le dos, on est tranquille. Sauf si tu as une grelinette, bien sûr. C'est mon cas. Comme le sol est travaillé régulièrement, Oui. on n'a pas des sols très durs. Donc la grelinette rentre bien dedans. Je trouve trop lourd. Alors tu peux prendre un genre de grelinette qui doit s'appeler le mulot, je crois. Ou Ah oui, c'est double là, oui. Qui est pratique parce que là, au moins, tu restes bien appuyé, c'est posé et ça permet de retourner le sol facilement. Et puis la griffe rotative aussi. Au lieu de la grelinette qui pèse une tonne, vous prenez cette Oui. griffe rotative et vous faites simplement des mouvements semi-rotatifs épaules. avec les épaules. Oui. Alors ça va pas très profond, ça. Hein. Non, mais écoute, autant qu'une motobineuse, pratiquement, c'est suffisant. Ça dépend ce qu'on cultive. Quand Bah vous oui. plantez un arbuste... Ah ben non, mais là, on fait un trou, là. Là, c'est différent. D'ailleurs, tu vas planter des dahlias. Oui, Là, oui. bah tiens, ça suffit pas 10 cm. Talia, mais j'ai ma petite pelle qui va permettre de creuser. Comment est-ce qu'on faire un appelle trou. ça À Un Roland. transplantoir. Transplant- C'est... J'ai perdu le nom. Un transplantoir. J'y connais rien en botanique. en outillage non plus. Donc, mon transplantoir, et je vais alors- planter mes dahlias. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous remarquerez le geste que Monsieur Roland Motte vient de faire. C'est-à-dire qu'il creuse d'une façon classique, je dirais, un peu comme une vraie pelle. Un transplantoir, ça ne s'utilise pas du tout comme ça. On le prend à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend le manche avec la partie de pelle vers le bas, on plante verticalement, on tire vers soi Oui. et on fait un trou. Pour un dahlia, ça ne se fait pas en un seul coup. Mais pour les petits plants habituels, on fait ça et on gagne un temps extraordinaire. On va planter le tubercule, on va laisser au moins une dizaine de centimètres de terre par-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut creuser à 20 cm, il faut bien l'appliquer. Et puis il y a un truc sur le dahlia, il faut quand même mettre un petit tuteur Ah oui, à chaque tubercule, parce que sans ça, on ne sait plus qu'il y en a. pour pas mal de bulbes d'ailleurs. Semer les petits pois. Oui, c'est Ouais. le moment. Alors, c'est un petit peu tôt dans certaines régions. Le froid est un peu passé, donc on peut y aller, on peut semer les petits Moi, pois. j'aurais semé aussi en ce moment les poirées, carottes, cerfeuilles, épinards, navets. Poirée, je les sème plus, elles se ressèment toutes seules. Oh, Ah ouais, la roche et la poirée, on laisse faire et ça repousse tout seul. mais quand tu as une belle variété, Oui. avec des grosses carottes bien larges, ou même rouges ou jaunes, etc., elle va pas repousser dans la couleur. Ah, je t'assure que si, puisqu'on Ah bon a un mélange de couleurs, on n'est pas embêté avec ça. Bon, ne vous embêtez pas non plus. Donc, semer aussi des radis, la sarriette, alors scorsonnaire, c'est le moment, mais il faut vraiment être courageux. La fleur est très jolie. Il y a des semis à l'intérieur, c'est quand Ah même oui. le mois des semis. Oui, courgettes, potiron, cucurbitacées, melon, pastèque, concombre. Ces semis-là, on va les faire, mais soyez prudents, c'est à l'intérieur et il faut pas de baisse de température. Hein. Ce sont des plantes de semis, on va dire, chauds, donc il faut au moins 20 degrés. Tomates. Non, je ne fais plus qu'en plan. Mais on parce pourrait, que- si on a on envie de pourrait, semer, bien c'est sûr. maintenant. Bien sûr, c'est maintenant. Basilic, moi je l'aurais fait aussi en semis à la maison, en terrine. Comme ils cultivent pas de fleurs, je vais vous le faire pour vous. Les pieds d'anoët annuels, ça tu devrais en faire parce Ouais. que tu les sèmes comme ça, les soucis, tchouk, pareil, la nigelle, tchouk, le pavot de Californie, tchoup, le pois de senteur, pas pchoup. Il faut faire des poquets pour les pois de senteur. Ouais. Ça, c'est des fleurs qui, dans le style de jardin de Roland, jardin naturel avec beaucoup de mélanges, sont très intéressantes parce que vous les semez à la volée. Non seulement elles sont annuelles, mais elles sont rustiques. Souci, on est obligé de les désherber. Hein. Tellement on en a. Hein. Ouais, Oui, on les oui, laisse bah, faire. ouais, le souci est un souci, messieurs, dames. Ouais. Et puis, bah, vous faites, pour les annuelles frileuses, si vous voulez les semer, bah, c'est le moment aussi, à la maison, cette fois, comme le basilic, comme tout ce qu'on vient de dire, juste avant. Au niveau du potager, on plante quand même aussi asperges, artichauts, échalotes, c'est quand même le moment. Artichauts et asperges, là, il faut creuser quand même. Il faut vraiment ameublir le sol en profondeur. On n'a pas l'habitude, notamment M. Roland Motte, il ne veut pas retourner trop la terre, mais là, il faut y aller quand même plus profond. Tu vas quand même t'occuper de ton gazon. Ça y est, j'ai ramené la machine de chez le gars qui me l'a réparé. Faites réviser votre tondeuse avant le redémarrage. Ça va vous éviter plein de problèmes pendant le restant de l'année. Et là, première tonte, donc assez haute, et puis je vais ramasser, parce que là, en ce moment, au printemps, on ramasse et on va pouvoir récupérer l'herbe. Il va réinstaller ses Zoya, mais on va en reparler peut-être la semaine prochaine. En revanche, je voulais qu'il nous dise un mot. Il voulait déplacer
un arbuste qu'on a du mal à connaître, un camérisier. Oui, le camérisier qui nous fait des petits fruits, donc Bleu. l'Onicera edulis, petits fruits bleus. Alors, il me plaît pas, il est mal placé, il a pas assez de lumière. Il fleurit bien, mais la fructification est pas terrible. Donc, je vais le déplacer. C'est bon ? Excellent en confiture, j'adore ça. Alors, des fois, j'en mange comme ça, mais il faut vraiment qu'il soit bien sucré. Ça fait partie des nouvelles variétés de petits fruits qui sont assez sympas. Eh bien ça, c'était très sympa. Vous avez du boulot. On se retrouvera la semaine prochaine. Il y en aura encore d'autres. Eh bien, je vous le disais la semaine dernière, on surfe avec Roland, on se balade dans le monde entier. On était au Brésil et là, nous allons aller en République dominicaine, mais sur Instagram. Oui, et voir Benito231, c'est le nom de son pseudo, mais on peut le retrouver aussi sur YouTube avec Benito Solano. Il a 13 600 abonnés sur YouTube, il a 62 200 abonnés sur Instagram. Il a autant d'abonnés parce que c'est un passionné d'orchidées. Alors évidemment, en République dominicaine, Ça va mieux. ah bah ça va plus simplement qu'à Vittel, c'est sûr. Et donc il a ses orchidées, il montre des petits réels, tu sais, c'est des petites vidéos très courtes avec des machins qui sont comme ça, des potées énormes. Il est là derrière, il essaye de les soulever, il n'y arrive même pas. Tout est fleuri. Enfin, c'est très impressionnant quand on aime les orchidées. Et même quand on les aime pas, ça vous apprendra à les aimer. Allez voir sur Instagram Benito231. Elles sont identifiées ? Oui, et chaque fois il identifie. Donc oui, il est c'est- producteur, non ? et non, même pas, je crois pas. J'ai pas vu de traces de vente, etc. Donc peut-être, je n'ai pas vu ça. De Un toute collectionneur extraordinaire. façon, oui. Ah ben écoute, je vais y aller voir parce que ça m'excite comme une puce. Alors, ce qui m'a excité comme une puce en le lisant, c'est le livre orange que vous avez ici, qui s'appelle L'appel de la prairie. Alors le titre, au départ, on a l'impression d'aller partir chez les cow-boys dans la grande prairie américaine, on va aller voir les Indiens, etc. Pas du tout. David Goulson, c'est pas David, c'est Dave Goulson, c'est un Anglais qui a acheté une grande ferme en France, en Charente, en 2003, et il s'est passionné, enfin, il était déjà passionné parce que c'est un biologiste qui doit être assez réputé dans son pays, c'est un spécialiste des bourdons. Donc il s'est spécialisé pour la faune et la flore spontanée qu'il avait dans les immenses prairies de sa ferme. Et il vous raconte des choses d'une précision, je trouve, totalement extraordinaire. Pour moi, c'est un peu le Jean-Henri Fabre du XXIe siècle. Il est le nez complètement dans les herbes et il vous passionne parce qu'effectivement, il vous fait découvrir toute une faune que l'on n'imagine pas. Il fait aussi du jogging, il fait 9-10 km par jour. Alors il dit, tiens, aujourd'hui j'ai vu 5 papillons, tant de champignons. Et il vous emmène là-dedans. Il y a bien entendu tout le message écolo. Attention, on est en train de détruire la planète et tout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez dans un autre monde. Vous avez la description d'êtres qu'on n'imaginerait même pas. C'est très bien écrit. C'est dense, il n'y a pas d'illustration, c'est comme un roman. En plus, il n'y a pratiquement pas de chapitres. Vous coltinez tout d'un coup, comme ça. Mais franchement, moi, je le lis avec plaisir. Il n'y a pas de chapitre, mais il y a des rappels. Tu vois, là, je suis chez les tritons, donc c'est bien classé. Il vous fait tout un chapitre sur des mouches qu'il y avait dans un poulailler. Et on l'avait chargé d'éliminer ces mouches. Alors, il avait essayé de fabriquer des espèces de pièges. Mais en même temps, il s'intéressait de savoir pourquoi il y en avait autant. Il a découvert que il y avait des choses en putréfaction, qu'il y avait trop de fumier de poule. Il vous raconte ça dans les moindres détails. Alors c'est vrai que parfois c'est pas ragoûtant, mais en même temps, vous vous rendez compte de l'utilité de tout ça et de l'idée totalement absurde qu'il y aurait à vouloir éradiquer. Parce que il explique bien d'ailleurs des choses que l'on a déjà expliquées ici, à savoir la résistance naturelle spontanée que peuvent avoir les êtres vivants. Il dit par exemple que vous mettez un pesticide sur les mouches, vous allez en tuer des milliers. Mais il dit il y en avait 1 million. Et là-dessus, il va en rester quelques-unes qui étaient résistantes et qui donneront une génération résistante, etc., etc. Ce qui fait que on a beau trouver, entre guillemets, des poisons aussi efficaces que possible, de toute façon, on n'arrive pas à l'éradication. Donc le mieux, c'est d'essayer de trouver de l'équilibre, de faire appel aux prédateurs naturels, comme tu fais toi dans ton jardin, pour essayer que ça fonctionne.
Ça fonctionne pas toujours à 100%, mais au moins on essaye et on respecte la nature. Quant au message écolo dont je parlais tout à l'heure, il y a une chose dont on ne tient pas suffisamment compte dans ce type de message où on dit attention, on est en train d'abîmer la nature, dans le temps c'était mieux, etc. C'est que la population mondiale est telle qu'aujourd'hui, il faut bien mettre les gens quelque part. On vit d'une certaine façon et pas comme les Maasai dans la brousse, et qu'on ne pourra pas revenir en arrière comme ça. Donc il faut trouver des solutions pour à la fois respecter la nature et en même temps supporter la démographie galopante qui est caractéristique de chez nous. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, ça n'a rien à voir, c'est à des années-lumière de tout ça. Ça s'appelle « Agrumes résistants au froid ». Alors bien entendu, c'est extrêmement alléchant comme titre, agrumes résistants au froid, on se précipite là-dessus. Je voudrais mettre plein de bémols, c'est pas que je mets en cause la compétence des gens qui ont écrit ça, mais on va vous donner quand même des indications qui doivent être modulées et modérées à la fois. À savoir que quand on vous dit par exemple que le Satsuma résiste à moins 12 degrés, c'est moins 12 degrés pendant très peu de temps dans des conditions bien particulières et moins 12 degrés ressentis aussi. Attention, parce que vous regardez votre thermomètre, c'est pas la même chose toujours que ce que l'on a l'impression. Donc, c'est très intéressant parce que ça vous donne des pistes. Moi, je dirais, ne prenez pas ça comme du pain béni parce que vous risquez d'avoir quand même quelques déboires. Les gens qui ont écrit ça, c'est pas les premiers venus. Ça fait des années qu'ils cultivent des agrumes dans la région toulousaine. C'est pas l'endroit le plus froid ni le plus chaud de la France. Donc, ils ont un climat moyen. Et on a des photos même avec des mandarines, avec de la neige, etc. Pour avoir perdu tous mes citronniers simplement avec moins 1 degré pendant quelques semaines, je peux vous dire que je laisse des bémols autour de ça. C'est chez Ulmer. C'est très bien. C'est à voir, mais attention quand même à ce qui est dit là-dessus. Il y a quand même plein de conseils intéressants sur comment les multiplier, comment les acheter, etc. etc. Oui, le plus gros piège, c'est de dire moins 12. Et c'est ce que je disais, moins 12 de Satsuma, moins 12 comme ça, non. Oui, dangereux. C'est Jean-François qui a posé une question et qui dit dans une précédente émission, vous avez présenté une petite serre. Vous ne précisez pas que depuis 2012, il y a une taxe pour tous les abris de plus de 5 mètres carrés à déclarer à sa mairie. Qu'en est-il exactement ? En fait, une vraie fausse information. Parce que ce dont nous parle Jean-François, c'est la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, ça s'applique qu'aux éléments qui nécessitent un permis de construire. Dès que l'on met en place quelque chose qui potentiellement est démontable, eh bien, on doit échapper normalement à cette taxe. Une serre démontable n'est pas plus taxable qu'une tente ou une caravane que vous laisseriez dans votre jardin, même si jusqu'en 2019, il y avait quand même une taxe sur les caravanes. On considérait que c'était un habitat. La polémique qu'il y a autour de ça, c'est le flou artistique, comme il y a souvent dans la législation, quand on lit d'une façon ou d'une autre le texte de loi. Si vous construisez, par exemple, si vous étendez la surface de votre maison de plus de 5 mètres carrés, vous êtes obligé de demander un permis de construire et là-dessus, vous serez taxé. En plus, quand un cabanon de jardin ne dépasse pas 1,80 m de haut, il est totalement hors taxe. Il n'est pas du tout même à plus de 5 mètres carrés. Même à plus de 5 mètres carrés. Si vous faites en revanche une serre en dur, si vous faites une véranda, oui, la taxe va s'appliquer. Je ne vais pas vous dire exactement comment on la calcule parce que ça varie d'une commune à une autre, mais sachez que si vous faites un abri ou une serre d'environ 15 mètres carrés, vous devrez payer entre 280 et 350 € selon les communes. Mais étant chaque année ? Une fois. Ah, une fois, ok. C'est comme la maison. Ouais. Si tu veux construire un pavillon, tu vas devoir payer une taxe d'aménagement en fonction de la surface qui est occupée. Si vous faites simplement, nous, on vous a montré sur News Jardin TV une serre que l'on a fait, une serre légère pour abriter nos plantes pour l'hiver. Cette serre, elle sera démontée au printemps. On ne payera pas, même si elle fait 9 mètres carrés. Et puis, le mieux, c'est quand même d'aller se renseigner en mairie. Et on vous donnera une autorisation, je pense, pour un simple cabanon de jardin. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Comme il ne fait pas forcément très chaud,
j'avais envie de vous emmener un petit peu dans les tropiques, vous parler d'une plante que vous connaissez bien, ou du moins le fruit que vous consommez régulièrement, à savoir le bananier. Le bananier qui est une herbe. Oui, ça c'est une surprenant, plante ça, oui. herbacée, ce n'est pas un arbre, même si effectivement il peut prendre les dimensions d'un arbre, qui botaniquement appartient au genre Musa, qui a donné son nom à la famille des musaraignes. Des musacées. Bah non, t'étais presque J'étais dans le pas coup, loin, oui, ouais. oui. Cette famille n'a que 2 genres. Le genre Musa, environ 70 espèces, et le genre NCT. NCT qui est le bananier d'Abyssinie, le bananier avec ses feuilles rouges. Là. Ah oui, très joli. NCT Oui. ventricosa morelli, qu'on cultive. On en avait des magnifiques cette année. Mme Yolande avait voulu faire un jardin exotique, elle y a eu droit. Non, attendez, ça pousse à une vitesse, vous pouvez même pas vous imaginer. Cette année, parce qu'il y avait de la flotte. On a acheté un petit musa, enfin 2, à peu près de 40 cm de haut. En fin de saison, il faisait 2,50 m. On l'a ratiboisé. On vous a fait aussi une vidéo pour vous montrer comment on l'a gardé cet hiver. Et on va le remettre en végétation dans un petit mois. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Musa ? C'est toujours le fameux Linné qui l'a nommé. Il semblerait qu'il ait dit qu'il l'avait dédié à Antonius Musa, qui était le médecin de l'empereur romain Auguste, dont personne n'a retrouvé la trace. Mais la banane, c'est vraiment très très ancien. On mange ça depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ah ouais, ça fait une tirée, là. Ouais, tu dis. Là, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Et en 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand dégustait sa première banane dans la vallée de l'Indus, puisque lui, il avait conquis un petit peu tout. Question, est-ce qu'elles avaient le même goût qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'était un peu comme les tomates, ou c'était des petits rogatons de rien du tout ? Eh ben non, il a défendu à ses soldats d'en consommer, parce que c'était un fruit qui était trop lourd et qui réduisait les forces de ses soldats. À l'époque, sachez que les bananes n'étaient pas parthénocarpiques comme celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu des graines de banane ? Les graines, c'est dedans, non ? Quand tu ouvres la banane, il y a des petits machins noirs, c'est ça ? Ouais, mais ça, c'est parce que tu as des bananes comestibles parthénocarpiques. Si tu achètes des graines de bananes pour semer les bananes, c'est des graines qui font à peu près 2 cm de long, qui sont grosses, noires. D'accord. Quand une banane était pleine de ces graines-là, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il y a eu une sélection, on a déjà parlé de ça, la sélection variétale, etc., qui a amené aujourd'hui à avoir des bananes qui sont parthénocarpiques, donc ça veut dire qu'elles s'auto-fécondent et qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des vraies graines. Elles fonctionnent aussi en faisant simplement des rejets. Donc ce petit point noir, ou cette graine, entre guillemets, C'est noire qu'on voit à l'intérieur, on c'en sait est, pas. mais on va dire simplement des embryons, si on veut. D'accord, Hein, voilà. ok. En 650, ce sont les gens de l'islam qui ont importé des bananes en Palestine, et les marchands arabes les ont introduits dans l'Afrique, et les Portugais, eux, les ont exportés vers les îles Canaries, les Caraïbes, l'Amérique centrale. Donc la banane s'est complètement répandue dans le monde entier, alors qu'elle était plutôt originaire d'Asie du Sud-Est. Au XIXe siècle, on a eu les premières bananes dans l'Europe, lorsque on a commencé à avoir un trajet entre les Antilles et la France, avec des bananiers, donc des bateaux dont on avait la capacité de maintenir la température à 12 degrés. Parce que la banane est un fruit un peu particulier qui est capable de mûrir progressivement. On récolte les bananes totalement vertes et le temps qu'elles traversent l'Atlantique, eh bien, elles arrivent à maturité. Alors pour ça, on les aide un peu. On met de l'éthylène dans les cales, parce que l'éthylène est le gaz naturel d'ailleurs. Enfin là, il n'est pas naturel, on l'ajoute. Mais la plante fabrique elle-même de l'éthylène pour arriver à la maturation de son fruit. Un peu comme quand tu coupes une pomme pour faire mûrir les tomates. Exactement. Oui, D'accord. voilà, exactement. Ouais. Enfin, est-ce que ça le fait, ça, je ne sais pas. Les bananiers sont des plantes herbacées. La véritable tige du bananier, elle est sous terre. Ça ressemble à une sorte de gros bulbe un peu renflé, et les feuilles naissent de là. Et les feuilles sont un peu imbriquées les unes le long des autres, et les pétioles touchant les autres pétioles, eh bien, ça nous fait ce qu'on appelle un stipe, et ça grimpe petit à petit. Ça peut atteindre 7 mètres quand même, un bananier, ça peut être grand. Ce sont aussi des plantes particulières dans la mesure où elles sont monocarpiques. Ça veut dire quoi ? Monocarpique, ça veut dire qu'elles produisent, elles ont un fruit une fois, enfin des fruits une fois, et puis après, elles se brossent. L'important, c'est le mot une fois. C'est monocarpique, je ne fructifie qu'une seule fois. Un bananier, lorsqu'il a porté son régime, on peut le couper à ras, il n'en refera jamais un deuxième. On a les rejetons qui sont au pied et qui vont développer. Il y a des gens qui disent que c'est la plus grande herbe du monde, mais c'est pas vrai, parce que la plus grande herbe du monde, c'est le bambou.
Ben oui, ça peut pousser très très grand le bambou. 40 mètres. 40 mètres, oui, d'accord, oui. La gueule de l'herbe, tu vois, à tondre, pas drôle. Hein. Le bananier a une fructification bien particulière. Lorsque il va avoir développé entre 20 et 30 feuilles, il va avoir un bourgeon floral qui apparaît au centre de la touffe de feuilles. Et cette inflorescence, elle est assez complexe dans la mesure où ce sont des spates, donc comme des feuilles. La spate, par exemple, c'est ce qui enveloppe la fleur de l'arôme ou la fleur de l'anthurium. Donc cette spate, elle va se développer en spirale, toc, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec chacune un groupe de fleurs. L'inflorescence, c'est une vraie curiosité parce que les fleurs de la base, le bouquet de fleurs, sont femelles et en haut, vous avez les fleurs mâles. Et les fleurs mâles, elles sont un petit peu décoratives. Combien de temps il faut? Parce que tu me dis, il y a les certain feuilles temps. et tout. Oui, un certain temps, mais on ne peut pas dire 4 ans, 5 ans pour avoir la fructification. Non, parce que je disais, il faut déjà entre 20 et 30 feuilles. Donc il faut déjà que la plante, elle soit bien développée. Oui, mais la première année, tu peux avoir... Non, je ne vis pas dans les pays tropicaux. Il est peut-être possible qu'en 1 an, on puisse avoir un bananier productif. Ouais. C'est possible. Je dirais plutôt peut-être quand même 2 ans. Oui. Les bananiers sont pollinisés par les chauves-souris. Les fleurs de bananier sont nocturnes. Et donc, ce qui fait qu'en culture, on est obligé de les féconder manuellement. Et donc, on a ce régime de bananes. Un petit pinceau, et puis tu viens balayer tout ça. D'accord. Alors, s'il y a des chauves-souris, ça peut fonctionner. Mais Oui. en culture, quand on veut être vraiment sûr, il vaut mieux le faire soi. Ouais. Il y a un bananier qui atteint 15 mètres de haut. Ah oui, ça commence à causer, là. Il s'appelle Musa ingens. Et c'est vraiment un très très gros, oui, j'allais dire arbre. On est obligé de dire arbre quand on a cette taille-là, bien que ça soit entièrement herbacé, avec un régime qui peut peser jusqu'à 60 kilos. Mais elles ont des très grosses graines noires, dures, et donc il est totalement incomestible. C'est un bananier qu'on ne trouve pas en Europe parce qu'il pousse en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il y a toujours eu une sorte de mythe autour de la banane, il y a eu des symboliques. En Inde, on considérait comme le fruit du paradis, qui était un petit peu la version hindoue du paradis terrestre. On dit aussi dans ce pays que Ève aurait fait une banane à Adam et pas une pomme. D'où le nom d'ailleurs, le nom botanique du bananier comestible. Musa, donc le genre bananier, X hybride, paradisiaca. Ah, parce que Le il y a bananier du du paradis. D'accord. Ah oui. Eh oui. On s'est fait avoir avec notre paume, nous. Hein. On dit aussi chez les bouddhistes que le simple fait que le bananier meurt après la fructification, c'est le symbole de la vanité des biens et de la fragilité et de l'instabilité des choses. Ça, C'est c'est beau. vraiment la philosophie. Oui, mais c'est joli, oui. Et pour les Chinois, la banane, c'est la débrouillardise. Parce que les étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans le sud du pays utilisaient en fait les grandes feuilles de banane comme des feuilles pour écrire à la place de leur cahier. Ça leur coûtait rien. Comment tu fais? Avec un stylo avec, On peut écrire dessus. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est tout lisse. D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez cultiver les bananiers qui soient beaux, comme ceux qu'on avait dans notre jardin, il faut que votre jardin soit très bien abrité des vents. Parce que dès qu'il y a du vent, la feuille, elle se lacère. Elle devient tout Oui, c'est effilochée, c'est pas joli. Alors que si elle est bien impeccable, oh oui, une grande feuille qui fait plus d'1 mètre, ça fait un beau cahier quand même déjà. Avec un feutre, et même avec une plume avec de l'encre, je pense qu'on peut écrire correctement dessus. Le deuxième conseil, c'est l'eau quand même. Il faut vraiment arroser beaucoup un bananier pour que Alors, ça pousse. Oui, comme tu dis, on a eu des beaux bananiers cette année parce qu'il pleuvait. Nous, on les a pas arrosés particulièrement. Ouais. Mais il faut un sol quand même qui soit riche. Alors, le bananier le plus costaud, on en a planté aussi. Pour l'instant, ils sont pas aussi jolis, mais je pense qu'il faut attendre un certain temps. C'est le bananier du Japon, le Musa Bajou. Bajou, oui. Celui-là, il est réputé rustique. Pourquoi? Parce qu'en Chine, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on dit le bananier du Japon, mais c'est un bananier chinois qui pousse jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est évidemment le plus rustique. On dit moins 12 degrés. Nous, on lui a mis une bonne couche de feuilles, au moins de 30 cm d'épaisseur au pied. Donc c'est vrai que la partie aérienne, elle peut s'abîmer, mais après, Il repart du pied chaque des année. rejetons Voilà, du pied. c'est ça. Et comme on disait que la partie importante, elle est dans le sol sous la forme de cette espèce de bulbe. D'une année sur l'autre, la plante, elle va grossir, elle va grandir et elle va se renforcer. Mais en tous les cas, si vous voulez les garder quand ils sont beaux, il faut quand même les envelopper complètement. Oui. Avec du voile d'hivernage. Et puis, voilà. Quand on te met une peau de banane, c'est... Ah, c'est pas gentil. Non. Ce n'est pas gentil. Pourquoi? Parce que paraît-il, je me suis jamais cassé la figure sur une peau de banane, mais il paraît que ça glisse. Voilà, c'est pour te faire du tort. Quand on dit que tu es une banane, c'est pas non plus très sympa. En argot sportif, la banane, c'est le maillot du Tour de France quand on est leader, le maillot jaune. Ah oui. Voilà. Ah ben Et- dans ce cas-là, on a la banane. Voilà. En argot aussi, une banane, c'est 1 500 €. 1500 €. Oui.
Voilà. Ah oui, t'as la banane pleine. Oui, ok. Exactement. Et nous avons eu la tête pleine au cours de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous l'avez suivie. Vous avez toute l'occasion du monde de la regarder ou de l'écouter quand vous voulez. On remercie toute l'équipe qui était là. Roland d'abord. Roland, merci. Je me remercie à moi. Voilà. Remercie-toi et puis merci Patrick. Vous allez le retrouver sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, tout ça. On avait notre ami derrière la console. Stéphane. On avait aussi Miguel, là il est toujours concentré derrière ses caméras, derrière toutes ces machines. Et puis on avait ma petite femme Nicole qui est en train de me transmettre son amour préféré après moi, à savoir notre petite perle, c'est notre mascotte. Elle est en train de regarder sa maman. Un moment qui est très précieuse pour nous parce qu'elle nous fait tout. Elle casse-croûte le matin. Ouais, pas que le casse-croûte. Elle nous prépare le toute saucisson. la tendance et tout ça. On vous dit à la semaine prochaine et avec notre petite mascotte et avec Roland, on vous dit bienvenue au jardin.